Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie qui vous propose ce soir un programme spécial Histoire. Alors demain, nous serons le 13 février. Il y a 58 ans, Argen, dans le Sahara algérien encore occupé, explosé la première bombe atomique française baptisée Gerboise bleue. Alors cet essai était le premier d'une série de plusieurs explosions atmosphériques suivies par d'autres manœuvres souterraines, notamment à Ineker. Alors, un crime contre l'homme et la nature dont les séquelles persistent et persisteront pendant très longtemps, d'autant qu'il s'agit de radioactivité. Alors, c'est le thème de notre débat ce soir, qui sera suivi par la rediffusion d'un documentaire signé l'Arbi Ben Chiha, retraçant par l'image et les témoignages, les retombées des gerboises, car il y en a plusieurs sur les populations civiles notamment. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce soir avec nous à Question d'Actu, M. Abdelmajid Chikhi. Vous êtes directeur du Centre national des archives. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, M. Amazit Boukhalfa, journaliste spécialisé notamment dans la guerre de libération nationale, l'histoire de la guerre de libération nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, Dr Ammar Mansouri, vous êtes chercheur dans le domaine nucléaire. Vous avez travaillé pendant très longtemps sur ce dossier, donc les explosions nucléaires, des bombes nucléaires françaises dans le Sahara algérien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le 13 février 1960, à 7h04, explosait la bombe atomique Gerboise bleue à Argen, dans le sud algérien, sur une superficie de 108 000 km² et dont les retombées s'étalaient sur un rayon de 3000 km. Cette explosion a engendré la contamination des humains, de la faune, de la flore. Je vous propose un extrait du documentaire que vous pourrez suivre juste après notre débat ce soir. Ce sera à 22h et on revient juste après pour notre débat. Voici maintenant que l'heure H est proche. Vous vivez dans le blockhaus de la mise à feu la minute solennelle de la première explosion atomique française. وشنو الاسباب دوك اللي راه يتلات في العينين والعمى؟ هذاك وقت الصلاه كل واحد الناس كاع واعيه. كاين اللي كان يتوضا، كاين اللي راه يصلي ما ينجمش يغمض عينيه وقت اللي كان يصلي. انا الشيبانيه نتاعي الله يرحمها تلقات تصلي وقت اللي خرجت البومبا اتوميك، حصلت الصلاه وهبطت انخلعت. يعني هي شيبانيه ما على بالها كاع واش كان ماشي يصرى. Vous avez une fille qui est sage-femme à l'hôpital de Regan. Oui. Est-ce qu'elle a observé des malformations, des choses comme ça? Oui, elle m'a dit qu'elle a observé des malformations, beaucoup de malformations, et les gens qui sont autour d'elle racontent qu'auparavant on ne voyait pas ça. Ce n'est qu'à partir après la bombe atomique. Mais 20 ans après la bombe atomique que cela a commencé à se produire. Même 10-15 ans après, on n'a pas vu ça. Mais maintenant, ça commence à se voir. On dit ça. ومن بعد القنبلة كاين اللي قالوا كاين أمراض جديدة. نعم ظهرت أمراض شتى. أمراض شتى. دي كومبليكاسيون ريسبيراتوار كما نقولوا.
دي زاسماتيك اللي هي يعني تكريات دي زاسماتيك ناس يعني ما كان يقبضهم لازم قاع ولا يقبضهم من ديك الغبرة ومن ذاك فهمت وما عرفنا لا الراديو اكتيفيتي ولا كيف صار دي كونسير دي فوا دي كونسير بولمونير دي كونسير غاستريك دي كونسير دي سان هذه كونسير هذه الوان لي كونسير اللي ظهرت من بعد القنبله هذا في الناس لي كيراتيت في العينين لا كاتاراكت لي زافيغل كاينين صبيان خرجوا افيك كاينين افيغل واحده ومازال كاين منهم موجوده هنا في رقه فهمت تفيغلا لم بعد اكسبليزيون دي بريماتيري الناس اللي تخلق مشوهه راس كبير والجسد صغير الراس صغير والجسد كبير يخلقوا هكا رجالات صغار. Il existe, que ce soit sous forme de la radioactivité ou que ce soit des rayons X, il existe, si vous voulez, un effet immédiat et direct de ces éléments sur le corps humain. C'est ce qu'on appelle la maladie des rayons, et ça dépend de la dose. Prenons un exemple, la population qui a été irradiée à Hiroshima-Nagasaki, ou bien ce qu'on appelle les liquidateurs qui ont été à Tchernobyl pour essayer de colmater la brèche, ou bien, dans quelques cas, des accidents des essais nucléaires, à ce moment-là, les gens vont prendre une dose qui se mesure et ils vont avoir une maladie à évolution plus ou moins rapide selon la dose et malheureusement assez souvent mortelle. Ça, c'est une chose simple, c'est comme n'importe quel toxique, tout le monde peut comprendre. Tout le problème de la radioactivité, c'est qu'elle peut donner des effets retardés, mais pas retardés de quelques jours. Elle peut donner des effets 10, 20, 30, 40 ans après. C'est ce qu'on appelle les effets, ceux-là ne sont pas du tout dose-effet, c'est-à-dire que c'est complètement indépendant, c'est pour des raisons biologiques, et ces données-là, qu'on appelle les phénomènes radio-induits, peuvent, depuis l'affaire du suivi de la population d'Hiroshima et Nagasaki, c'est dans ces effets-là, des effets stochastiques, c'est-à-dire pas constants et pas liés à la dose, que se recrutent les cancers, les leucémies et d'autres maladies. Alors, docteur Moussouli, je commence avec vous. On parle souvent d'essais nucléaires alors que la terminologie exacte, du moins pour les victimes, c'est explosion nucléaire. Effectivement, entre effectivement la France coloniale a procédé à des essais, à des explosions, à des expérimentations. La différence, elle est de taille. Quand on parle d'un essai, c'est des choses bien maîtrisées et des choses qui n'ont pas beaucoup de répercussions, surtout en point de vue radioactivité. Par contre, les explosions aériennes qui ont eu lieu à Argan, les 4 gerboises, c'est des explosions au sens propre du terme, scientifiquement parlant. C'est des explosions qui engendrent des produits de fission. C'est des explosions qui ont des répercussions sur l'environnement, sur la santé, et pour longtemps même, pour des dizaines d'années. C'est le même procédé qu'avec les explosions d'Hiroshima. D'Hiroshima, etc. Et pour les explosions souterraines, c'est la même chose, ces explosions, mais contenues. C'est-à-dire la radioactivité, elle est contenue dans la montagne ou sous terre. Par contre, les essais, elle a fait des essais complémentaires. Argan, la France a procédé à 35 essais complémentaires dans des puits, où elle a utilisé du plutonium, qui est un élément nocif, très dangereux chimiquement et sur le plan nucléaire. Et elle a procédé à des essais, à des expérimentations, pardon, dans un autre lieu qu'on appelle Ten Ataram, à 30 km à l'ouest de Ten Afilla, où il y a eu les explosions souterraines. Dans ce lieu, on a utilisé du plutonium dans le cadre de l'opération Pollen. Il y a eu 5 expérimentations où il y a eu beaucoup de dispersion de plutonium qui a contaminé des centaines d'hectares. Donc la différence entre essai, expérimentation et explosion, elle est de taille. Et c'est bien voulu que la France parle d'essai, même dans la loi Morin, on parle d'essai. Même sur le plan international, quand on parle de la journée internationale
contre les essais, on parle d'essais. Et c'est voulu pour ne pas aggraver la situation, alors que dans la réalité, les pays victimes ont subi des explosions au sens propre du terme. Donc ce n'est pas un glissement sémantique, mais c'est quelque chose qu'on a fait à dessein, M. Chéri. Oui, c'est quelque chose qui est fait à dessein, d'autant plus que, il ne faut pas oublier que ces explosions se sont produites en 1960, c'est-à-dire au plus fort de la guerre de libération nationale. Et là, il faudrait peut-être revisiter un peu l'histoire pour comprendre que la situation politique de la France à ce moment-là et celle de la Révolution nécessitait une avance ou une ouverture politique parce que le général de Gaulle était arrivé à la certitude que la solution militaire était dépassée, c'était terminé, et donc il fallait aller vers une solution politique. Mais cette solution politique, comme chacun le sait, en matière de négociation, quand on va vers la table de négociation, il faut y aller, disons, dans une position de force. Alors, ces essais ou ces explosions ont été faites en février 1960. Là, il y a un problème juridique qui se pose. Un problème juridique de taille. Le 16 septembre 1959, le général de Gaulle a reconnu le droit des Algériens à s'autodéterminer. C'est-à-dire que sur le plan juridique, une situation ou une position juridique nouvelle venait d'être créée. L'Algérie n'était plus gérée et régie par la législation française, elle était en situation d'attente. Préparer l'autodétermination, c'était obliger le gouvernement français à arrêter la guerre. Or, les explosions ont été faites à dessein pour influer sur le cours des tractations politiques qui allaient commencer. Donc c'est un avantage stratégique. Bien sûr. C'est-à-dire que là, il y a menace en disant n'oubliez pas Hiroshima. Pour gagner la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on a recouru à l'arme atomique. Or, nous l'avons, cette arme atomique, elle est là. Et le général de Gaulle, il ne faut pas l'oublier, depuis 1945, il voulait faire rentrer la France dans le club des pays nucléaires. Il a fait tout le programme, il a créé le commissariat à l'énergie atomique, il est parti pour sa traversée du désert et il revient en 1958 et sa première préoccupation, c'était de redonner à la France la place qu'elle devrait avoir. Donc ces explosions-là ne sont pas venues de façon fortuite ou alors dans le déroulement normal de l'évolution scientifique, si vous voulez, des recherches. Je pense qu'il y a un problème juridique qui se pose, qui est réel et qui met l'Algérie à ce moment-là. Et d'ailleurs, je rappellerai que Karim Belkacem, lors des négociations d'Évian, avait dit en pleine séance: je considère l'Algérie indépendante à partir de 1959. Or, en droit, une situation nouvelle s'était créée et la France devait conserver l'Algérie en l'état jusqu'à ce qu'elle s'autodétermine, qu'elle décide de rester française ou d'aller vers le recouvrement de son indépendance, de sa souveraineté. Alors, avantage stratégique, permettez-moi, docteur Ammar Mansouri, pour rester un peu dans cet éventuel avantage stratégique que tirait la France et à sa tête de Gaulle à l'époque, donc de ces explosions. Alors, les problèmes auxquels faisait face de Gaulle en 1960 sont aggravés, notamment en 1961, le 25 avril plus exactement, où il y a eu l'explosion de la gerboise verte. Comment expliquer tout cela, M. Boukhalifa? La situation, comme vient de le dire le professeur Chéri, la situation
à l'époque, qui prévalait à l'époque, effectivement, la France, son armée était devenue, on doutait, la France doutait de sa propre armée. Les généraux putschistes étaient encore là. L'idée de putsch, c'est-à-dire cette grande armée napoléonienne qu'on nous a présentée comme étant républicaine, etc., elle se lézarde, son unité se lézarde, la France est menacée, et pour preuve que il y a eu réellement la panique en paniquant la demeure, c'est qu'ils ont décidé de faire exploser cette bombe à l'avance, c'est-à-dire que ce n'était pas prévu, l'essai n'était pas prévu. Ils ont fait exploser ça pour que les généraux ne puissent pas en bénéficier. Il y a un élément aussi, je compléterai peut-être ce qu'a dit le professeur Chéry, c'est que la stratégie de De Gaulle, c'est-à-dire qu'il ne doutait pas quand il est arrivé au pouvoir, il ne doutait pas il avait senti le vent venir, le vent de l'histoire venir. Il sentait que l'Algérie allait être indépendante. Il le sentait. Il a intensifié pourtant, c'est lui qui a intensifié la guerre. Jamais l'armée n'a eu autant de crédit qu'avec De Gaulle. Jamais l'armée n'a eu autant d'importance qu'avec De Gaulle. Mais justement, cela procédait de cette idée de retourner, c'est-à-dire les projets européens et internationaux de Gaulle, c'est-à-dire redevenir un grand pays, membre du Conseil de sécurité, il ne faut pas l'oublier. Redevenir ce pays, il fallait redorer le blason de l'armée. L'armée, elle avait mordu la poussière dans les rizières au Vietnam, dans les Djebel, dans l'échec de Suez et les menaces. La Russie, l'URSS à l'époque, Khrouchtchev avait menacé. Et donc, tout cela, il fallait cette France, De Gaulle voulait cette France, c'est-à-dire une armée dont on allait redorer le blason. Il a essayé de le faire, mais seulement ces généraux. Les généraux, ici, il y avait 860 000 hommes ici, 800 et un peu plus, 860 000 hommes. Et on disait que les opérations Châle, que la guerre était gagnée militairement. Quand on gagne militairement une guerre, l'armée rentre à la caserne. Elle retourne, elle ne reste pas sur place. Or, les 860 000 hommes qui étaient ici étaient devenus une véritable menace. Et De Gaulle a été dans cette obligation pour retourner en Europe, c'est-à-dire pour être leader européen, il fallait une armée puissante et il fallait, parce qu'en fait, cette histoire d'indépendance nucléaire de la France, etc., tout cela c'est du pipeau. Parce que en cas de grand conflit, surtout à l'époque, la guerre froide, en cas de grand conflit, quoique la détente venait de commencer, en cas de grand conflit entre les deux grands, les quelques bombes de la France, en quoi pouvait-elle être puissante? L'Europe devait être le champ de bataille de ce nouveau conflit Est-Ouest. C'était l'Europe. Qu'est-ce que ça rappelle? Je me rappelle de ce dessin du Canard enchaîné à l'époque où De Gaulle venait avec une bille, alors que les Russes avaient d'énormes bombes, avec les Américains d'énormes bombes, et De Gaulle avec sa grande taille qui vient avec une petite bille et il dit moi aussi j'en ai une, avec une petite bille. C'est-à-dire c'était dérisoire par rapport à le champ nucléaire de l'époque était beaucoup plus important que ce que faisait la France. Donc, pour résumer, Dr Mansouri, la guerre de libération a créé un peu ce recours à l'arme nucléaire et cet acharnement de Gaulle pour avoir cette arme. Moi, à mon avis, j'aimerais bien revenir un peu en arrière et dire que la France, depuis longtemps, c'était un des premiers pays qui était sur la piste du nucléaire. En 1945, déjà avec De Gaulle? Non, pas en 1945. Bien avant. Bien avant, déjà, le premier qui a inventé ou qui a découvert la découverte de la radioactivité, c'était bien Becquerel, en 1896. Et puis il y a eu les travaux de Pierre-Emile Marcure en 1998, puis la découverte du neutron qui est très important pour le nucléaire par Jules Curie, et puis la découverte de la réaction en chaîne. Ce qui a ralenti le programme nucléaire français, c'est la Deuxième Guerre mondiale. L'occupation, oui. Et juste après la Deuxième Guerre mondiale, juste après le bombardement du Japon, et le 22 octobre 1945, De Gaulle a procédé à la création du commissaire à l'énergie atomique. Et dans son programme, c'est bien mentionné à l'article 1, c'est pour la défense nationale, donc c'est militaire. Et après la traversée du désert de Gaulle, donc quand il est revenu, le 22 juillet 1958, De Gaulle confirme les expériences nucléaires. Et son but était clair, dire je veux que la France soit indépendante des deux blocs, russes et américains. Et c'est cette indépendance qu'elle a poussée
à faire, c'est-à-dire de la France, pour que la France entre dans le club nucléaire qui était de... Le malheur, c'est quoi pour l'Algérie? Le malheur, c'est que la France a procédé à ces explosions nucléaires malgré sa connaissance très documentée sur les effets néfastes sur la santé et sur l'environnement, suite aux études qui ont été publiées et traduites en français suite au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. Donc elle était au courant. Deuxièmement, malgré le moratoire décidé par les trois puissances à l'époque, c'est-à-dire les États-Unis, l'US et l'Angleterre, interdisant les explosions aériennes, vu le danger, parce qu'elles sont très polluantes pour le globe terrestre, pas pour que l'Algérie. Et malgré tout ça, la France a procédé à ces explosions pour, en fin de compte, devenir une puissance nucléaire, et elle a enfoncé l'Algérie dans un tunnel sans issue. Actuellement, on vit, il faut le dire, qu'une partie de notre pays vit dans un enfer de rayonnement ionisant. Alors, pour l'histoire, M. Chekhi, après le bombardement d'Hiroshima, Le Monde, journal français du mercredi 8 août, avait titré une révolution scientifique. Donc, on comprend un peu dans quel esprit étaient les Français à l'époque. Les Français, de toute façon, comme je vous le disais, comme l'a bien expliqué c'est Ammar, la France devait, c'était inéluctable pour elle. Il le fallait, pour qu'elle puisse avoir une place en Europe, il lui fallait l'arme atomique. Ça, c'était une nécessité, et De Gaulle l'avait bien compris, parce que même pendant la période de la traversée du désert, il restait en contact, il suivait les travaux du fameux commissariat. Donc il n'était pas étranger, il donnait ses avis, il suivait, il recevait, et quand il est revenu au pouvoir, c'est à ce moment-là qu'il était quand même au règne de la France, et là, il y est allé à fond. Ce qui doit être également dit, c'est que pourquoi en 1960, beaucoup d'associations françaises, beaucoup d'organisations demandaient à ce qu'il soit mis fin à la guerre d'Algérie. La négociation était dans l'air. Les premiers contacts avaient commencé en 1956. Mais on sentait qu'il fallait bien s'asseoir. Donc il fallait s'asseoir, comme je l'ai dit, dans une position de force. Et M. Mansouri pourra le confirmer, des cobayes humains ont été utilisés. On parle de 150 prisonniers ramenés de Belabès. Donc c'était également une façon de montrer la menace. La menace de la possibilité d'utilisation. Si jamais les négociations ou les contacts n'allaient pas dans le sens voulu. En plus de ça, notre ami a bien résumé le problème de l'armée. L'armée, juste après, va procéder aux barricades. D'abord. Ensuite, le fameux Carteron, des généraux qui s'insurgent. Et donc tout cela va donner un peu raison à De Gaulle, dans le sens où l'armée commençait à être, comment dire, un peu suspecte. Et qu'elle pouvait très bien faire basculer l'Algérie dans le giron de la France, il fallait la garder. Au fond de lui-même, ça ne lui déplaisait pas. Au fond du général de Gaulle, ça ne lui déplaisait pas du tout. Mais sur le plan international, les choses étaient bien engrangées et on allait vers la négociation. Et c'est pour ça qu'après, il va décider d'une trêve unilatérale pour montrer au monde ses bonnes volontés, alors que les grandes opérations avaient fait des ravages. C'est un fait. Donc là également, il y a une dualité dans le comportement du général de Gaulle. D'abord, essayer de gagner la guerre, ne serait-ce qu'en apparence.
et montrer qu'il était un homme de paix et qu'il fallait absolument que ça se termine. Quand les généraux français se sont insurgés, c'est à ce moment-là qu'il a compris que c'était terminé. Et là, il est allé vers la négociation. Et maintenant, si on revient aux explosions, d'abord, docteur Mansouri, le choix d'Urgan, mais dire aussi que les essais ont continué après 62. Donc, quand on parle du choix, d'abord il faut dire une chose, que la France, c'est un pays qui fait beaucoup de mensonges contre notre pays. À l'époque, le Jules Moche, qui est le représentant de la France au niveau de l'ONU, au niveau de la tribune de l'ONU, avec des cartes, il précise que cette région est inhabitée. C'est-à-dire, il confirme qu'il n'y a pas d'être humain dans cette région, alors que Urgan se trouvait à 40 km à vol d'oiseau. Et ça a été confirmé même par les généraux qui disaient qu'ils ont inspecté cette région. Il n'y a aucune forme de vie. Le général El qui le confirme. C'est-à-dire que ce choix n'a pas été fait comme ça. Mais parce qu'il fallait, parce qu'il y a eu des généraux qui ont fait des missions au niveau des États-Unis, au niveau du Nevada, ils ont vu le Sahara, c'est-à-dire le désert américain, donc ils ont voulu faire la même chose, tout court. Mais tout ça, c'est au détriment de notre peuple. Parce qu'ils savaient très, très bien qu'à 40 km, il y a une ville. Il y a 8000 à l'époque, à Urgan. Et les essais, les explosions souterraines ont eu lieu à Tenataram, à 50 km à vol d'oiseau de Ain Mguel, ce qui est une autre ville. Donc la France était consciente qu'il fallait accéder au club nucléaire coûte que coûte, au détriment de l'Algérie, au détriment des habitants de cette région. Et le malheur est là, c'est qu'on a même utilisé des êtres humains. C'est-à-dire, pour moi, toute la région, c'est des cobayes. Parce que dans la mesure où, d'après les témoignages, à Urgan, on a distribué des films dosimétriques que les gens ne savaient pas. Ils disaient quelque chose dans le coup. Mais le but, c'était quoi? C'est pour étudier les effets des explosions nucléaires sur l'être humain à des différentes distances. Dans quel but? Le but est le suivant, c'est pour pouvoir développer la radioprotection, c'est-à-dire des vêtements, des trucs qui protègent les soldats en cas de guerre nucléaire, etc. Donc, ce procédé ou cette technique a été utilisé même par les Américains. Tout le monde, tous les pays qui ont procédé à des essais, soit des explosions nucléaires ou des essais chimiques biologiques, ils utilisent tous les êtres humains pour voir l'effet sur ces êtres humains. Donc ils ont utilisé même des animaux. Donc lors d'une visite à Hamoudia, le 7 novembre 2007, on a découvert des cages oubliées. On a trouvé des animaux. Alors que dans le rapport officiel qui a été publié par la défense au niveau de la France en 2010, il ne parlait pas des essais biologiques. C'est pour cette raison, moi j'ai de l'espoir, dans l'avenir, on trouvera des traces pour l'utilisation des êtres humains, parce que je considère que ce que la France a fait, c'est un crime contre l'humanité. On parle des 150 prisonniers ramenés de Sidi Bel Abbas. Oui. Il n'y a aucun document qui... Si, il y a un Allemand, Voltaire, je crois, Oui. si j'ai bien son nom, qui parlait de ça, et c'est lui qui les a accompagnés. Donc, de Hitler, on lui a donné l'ordre de les ramener à Urgan. Et puis, il ne les a plus vus. Donc il faut attendre une déclassification d'archives. Les archives, je vous dis une chose. Les archives, normalement, il y a une période dans le monde entier. Je crois pour le nucléaire, c'est 75 ans. Ou bien, je crois, avant. En 97, si j'ai une bonne mémoire, on a ouvert les archives du nucléaire. On a ouvert quelques boîtes. Et un peu de temps après, ça a été fermé. Et en 2008, il y a eu la loi sur les archives en France qui consacre que les dossiers ou bien les archives du nucléaire sont incommunicables. Oui. Donc on doit comprendre qu'il y a un grand problème. Alors que l'Algérie, depuis longtemps, depuis qu'on a ouvert ce dossier en 1996, n'a cessé de demander d'une manière diplomatique et respectueuse à la France qui a commis tous ces crimes de nous donner des archives dans un but humanitaire. Je dis bien humanitaire, parce que ça permet aux scientifiques, aux experts, aux historiens de connaître la réalité pour éviter de nouvelles victimes.
Parce que tant que la région est contaminée et les gens, c'est-à-dire ils n'ont pas d'informations, ils ne sont pas sensibilisés sur le qui risque doit du nucléaire. contraindre justement les autorités françaises pour nous donner ces archives? Bon, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle des États, c'est-à-dire ce sont des négociations. Ce qui est dans le cadre bilatéral. C'est dans le cadre du bilatéral, et en plus ce qui est assez... C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, ça sert d'excuse pour le langage diplomatique, pour enrichir et pour nourrir le langage diplomatique. On dit qu'on ne connaissait pas les effets du nucléaire aussi bien qu'on les connaît aujourd'hui. C'est vrai, c'est-à-dire que, effectivement, c'est-à-dire que ce n'était pas massifié, c'est-à-dire les scientifiques les connaissaient, ça c'est certain. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aux négociations d'Évian, par exemple, aux négociations d'Évian, le problème n'a pas été soulevé. Parce que si nos négociateurs connaissaient les implications immédiates ou à moyen et à long terme, je pense qu'ils n'auraient pas accepté le principe des 5 ans pour les bases de la région de Béchar, de Regen, d'Ineker. Mais seulement le problème n'a pas été soulevé d'une façon, c'est-à-dire comme une revendication, c'est-à-dire, attendez, on stoppe. Parce qu'on ne connaissait pas, nos négociateurs ne connaissaient pas effectivement ce... Mais là, il y a un problème. Aujourd'hui, je pense, en ce qui concerne les conséquences, il y a un chapitre, selon Reda Malik, il y a un chapitre concernant ces essais nucléaires. Il y a un chapitre, c'est-à-dire que la France doit prendre ses responsabilités, doit prendre absolument ses responsabilités concernant les conséquences immédiates ou futures de ces essais. À mon avis, c'est un problème de droit international. Parce qu'il faut poser le problème d'une manière claire. Lors des négociations, les Algériens ne connaissaient rien dans ce domaine. Il faut le dire. On n'est pas des experts, on est un pays colonisé. Le meilleur film à l'époque était peut-être enseignant. Mais les Français connaissaient, j'ai dit très très bien, les conséquences de ces explosions nucléaires. Donc maintenant, si les Algériens ont accepté, c'est tout à fait normal qu'ils acceptent que l'Algérie soit libérée totalement, l'indépendance de toute l'Algérie. Parce que si on a voulu avoir l'indépendance du Nord, on l'aurait eu peut-être en 58. Oui, oui. Donc je comprends le négociateur algérien. Mais maintenant, si on revient en arrière, si le droit international, s'il y a des gens qui peuvent nous expliquer ces phénomènes, si je négocie avec quelqu'un, lui il connaît la vérité, moi je ne la connais pas. Donc c'est quoi? Quelle est la position? Je pense que... Vous m'avez compris? Oui, oui. Moi je pense que le problème des Algériens,
tout à l'heure, qui a montré des images. Tout à l'heure, oui. Au journal de 20h. Nous avons Tout vu à ça, l'heure, on a vu. C'est horrible. Il faut que les Algériens ne sont pas au courant de cela. Nous lamentons, c'est vrai que chaque année, le 13 février, on se lamente, on dit oui, voilà ce qu'ils ont fait, etc. Non, mais qu'est-ce que nous faisons, nous, suivi pour demander réparation, c'est-à-dire non pas financière, mais décontaminer, comme disait le docteur tout à l'heure, décontaminer, nettoyer tout ça. Ils ont des moyens. Ils ont des moyens de le faire. Ils ont des moyens On pourrait le demander. D'abord un travail d'information. Absolument. Un travail de recensement. Absolument. Et les spécialistes, eux, comme M. Mansouri et ses collègues, parce que j'en connais quelques-uns, qui sont d'abord très compétents. Nous avons travaillé pas mal d'années sur ce dossier-là. Nous avons visité les lieux. Nous avons, je pourrais vous dire que moi aussi j'ai un œil irradié, parce que je suis rentré dans une galerie à Iniker. Et il a essayé de m'empêcher de rentrer, et j'y suis allé, et je suis revenu avec un œil qui a 5 déchirures à l'intérieur de l'œil. Mais bon, aller prouver la relation de cause à effet, c'est ça le problème. Oui. Alors donc, ces choses-là sont très très pointues. Mais ce que nous avons vu à la télévision tout à l'heure, au journal de 20h, là ça ne trompe pas. Ce sont des zones qui étaient connues comme étant saines avant 1960, et on retrouve des maladies qu'on ne connaissait pas. Des malformations. Des malformations. Surtout. Et moi, je l'avais demandé, on l'avait demandé avec M. Mansouri en 96 ou en 97, quand on a été à Arguen, j'avais demandé au directeur de la santé, à ce moment-là, de demander aux médecins qui sont sur place de tenir des fiches. Mais est-ce que chaque fois qu'ils voyaient quelque chose de pas normal, qu'ils notent cela. Monsieur Chiré. C'est un début d'information. Monsieur Chiré, est-ce que vous trouvez que le ministère de la Santé communique suffisamment sur cette question? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je vous pose la question aussi. C'est-à-dire, nous, on a demandé il y a longtemps, je dis bien à des ministres de la Santé, c'est une question de santé publique, d'ouvrir des dossiers de cancer, comme ça se fait partout dans le monde. Comment évoluer? C'est l'information, c'est les données. Il faut des banques de données pour qu'on puisse évoluer. Il n'y a pas des banques de données. Il n'y a pas. Justement, c'est ça le malheur. Parce qu'on aurait dû, depuis longtemps, depuis qu'on a ouvert le dossier en 1996, chaque département ministériel a une part de responsabilité. La santé, l'environnement, etc. Chaque ministère, je vous assure que chacun a une responsabilité dans ce dossier. C'est un dossier national. C'est un dossier très lourd qu'il faut le prendre sérieusement. Et c'est-à-dire, nous, chaque année, on ne fait que commémorer. Alors que c'est un malheur, on ne commémore pas un malheur. Normalement, on doit faire le point à chaque fois, on doit avancer, on doit voir... Parce que la France, c'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. Par rapport à la Polynésie, c'est deux peuples, algériens et peuple polynésien. Ils ont procédé ici et ici, c'est la même chose. En Polynésie, ils ont nettoyé. En Polynésie, toute la Polynésie concernée par les explosions. En Polynésie, ils ont construit en 2007 un centre médical. En Polynésie, les victimes ont eu leurs dossiers médicaux. Et les Algériens, croyez-moi, personne n'a un document. Parce que la loi, dans son article 2, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut avoir résidé à Arguen entre le 13 février... Pas Arguen, il dit le centre saharien d'exploitation militaire du 13 février au 31 décembre 1967. Et avoir résidé, séjourné à Iniker entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967. Quel est l'Algérien qui a un document qui prouve qu'il était dans cette région? Personne. Donc, sur le plan lieu et sur le plan... Il y a quelque chose de très, très important, c'est qu'il parlait de 67, c'est-à-dire après l'évacuation et après que l'Algérie a pris possession de ces sites. Mais après 67, la radioactivité ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée, c'est ça le malheur. Elle a migré, par l'intermédiaire des que la loi. On a fabriqué des gobelets, on a fabriqué des objets. On a récupéré aussi des objets avec Je vais vous donner des informations. C'est pour ça que je dis que la loi morale ne nous concerne pas. C'est la poudre aux yeux. Juste après l'évacuation des sites, la France a juste fermé avec une petite clôture simple.
Donc, comme les Algériens n'étaient pas informés, ce n'est pas de leur faute. Donc, ils ont pris tout le cuivre. Il y a des tonnes, j'ai bien des tonnes de cuivre. Parce que ce n'est pas facile ce qu'elle a fait la France, qui sont enterrés. Donc, avec ces tonnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des objets. Et à travers ça, il y a des Français qui ont eu des concerts. Et quand on a fait des histoires, on a compris que... Vous voulez dire des objets d'artisanat? D'artisanat, oui. L'artisanat, oui, c'est des bagues, des plateaux, des tas de choses, des bagues, des tas de choses, etc. Et ils ont pris beaucoup de métaux. Il y avait beaucoup de métaux là-bas. Ils ont utilisé dans leur habitation. Et bien, j'ai demandé aux gens de Reguin, je leur ai dit, il faut faire vite avant qu'il soit pas trop tard. Il faut récupérer, on doit récupérer tout ça. Et le mettre quelque part, c'est un danger. Et bien, ça persiste. Donc, vous voyez, il y a un double crime. La France, non seulement a fait ces explosions, c'est un crime, mais elle a délaissé les populations en face de ce danger. C'est-à-dire, les Algériens à l'époque, en 60, en 67, quand la France a quitté, ils ne connaissaient pas les dangers. Ils ne connaissaient pas. En 2009, avec un laboratoire d'experts en France qui était avec moi, donc ils ont pris les restes des animaux. En 2000, les restes à Ain Mguel. Quand on a fait l'analyse, on a trouvé que c'était contaminé. En 2009. Donc la contamination, elle persiste. Et les lieux sont presque abandonnés. Même malgré la clôture de 40 km qui a été faite par l'Algérie. On parle aussi, docteur Moussouri, d'une contamination à l'échelle continentale. Récemment, on a révélé une carte. Je vais vous en parler, oui. C'est-à-dire le Tchad, le Burkina Faso. Oui, je vais vous en parler. C'est-à-dire la gerboise bleue qui a eu le 13 février 60. Donc, il y a eu une contamination continentale. Donc, quand on décompte, c'est tous les pays de l'Afrique. Mais le 4 avril 2013, il y a eu une décision du ministre de la Défense qui a levé le secret de défense sur cette carte. C'est eux qui l'ont publié. Donc, on commente cette carte. C'est noir sur blanc, 26 pays, plus la Sicile, le sud de l'Espagne, qui ont été contaminés. Et toute l'Algérie, tous ces pays. Donc, jusqu'à 3000 km, donc jusqu'à Khartoum, jusqu'à N'Djamena, etc. Donc ça, c'est une carte qui a été publiée dans le Parisien le 14 avril 2014. Alors, si on arrive un jour à avoir toutes ces archives, vous allez voir des surprises. C'est pour cette raison que la France ne veut pas ouvrir ses archives, mais nous, notre appel, c'est sur le plan humanitaire. C'est pour éviter, ils doivent nous montrer, parce qu'il y a beaucoup de déchets. Parce que la France, avant de quitter, ils ont procédé à la décontamination du matériel qui a été utilisé, des avions, des bateaux, des chars, des tas de choses. Et ils ont enfoui à quelques centimètres. Demain, s'il y a des pluies torrentielles, s'il y a des tas de choses, qui va payer? C'est nous. Au niveau de la montagne de Tenafela, où il y a eu 13 explosions, il y a eu sur les 13, 12 accidents nucléaires. Je vous pose une question autour de la nappe albienne, toute cette eau souterraine, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que cette eau soit contaminée? C'est-à-dire, on ne peut pas avancer des informations comme ça, mais tout doit être conditionné par des études. Il faut faire des études sur le plan de l'environnement, sur la savane, sur la flore, sur l'être humain. Et on aurait dû faire ces études il y a longtemps. Parce que pour pouvoir défendre ce dossier, il faut qu'il y ait des dossiers bien ficelés, bien étudiés, bien élaborés, pour qu'on puisse demander nos droits à la France. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Monsieur Chéri, peut-être un dernier mot. On va faire un tour de table. Moi, je crois que M. Mansouri a bien résumé, puisque c'est lui le spécialiste qui connaît un peu les tenants et les aboutissants. Mais en ce qui concerne, à mon avis, effectivement, il a mis le doigt sur un problème très important. C'est celui du droit international. Le droit international doit intervenir dans ce domaine, parce que nous ne sommes pas les seules victimes. Nous ne sommes pas les seules victimes. Il y a d'autres pays. Kazakhstan. Du fait des explosions en Algérie, mais il y a d'autres pays qui ont vécu des situations similaires et qui ont la même chose. Et donc à ce moment-là, je serais tenté de dire, victimes de tous les pays, unissez-vous. C'est-à-dire que les États se concertent et qu'il y ait quand même une notamment position. sur le plan africain.
Hein? Notamment sur le plan africain, d'autant plus qu'il y a l'Union africaine. Je pense que quand on est unis dans le malheur, je pense qu'il n'y a pas de choix à faire. C'est-à-dire que ce que je ferai qui serait important et qui pourrait être utilisé par un autre pays, eh ben, pourquoi pas. L'Algérie a été leader dans sa révolution et dans pas mal de choses. Dans ce dossier-là, il est bon que ce dossier soit ouvert, qu'on ait accès aux archives, ce serait bien. Moi, je vous dis, j'en doute. Mais au moins qu'il y ait une volonté de coopérer. Connaissant au départ quels sont les effets et quels sont les résultats des années après, il est encore possible que nous puissions travailler ensemble avec les Français sur des sujets qui nous tiennent à cœur, à nous, parce que nous sommes là, nous sommes en Algérie, c'est notre pays, nous n'avons pas d'autres pays à revendiquer, et nous avons une population qui souffre. Si maintenant ce travail-là peut être pris par d'autres pays qui vivent des situations similaires, à la bonne heure, mais il faut quand même que les organisations internationales aussi soient sensibilisées pour qu'il y ait une véritable coopération pour non pas effacer ces traces. Elles resteront pendant des générations et des générations, mais au moins en minimiser les effets et de façon à rendre la vie vivable. Amazit. Juste à la lumière de ce qui a été dit, de tout ce qui a été dit, c'était fort intéressant mais très court. Je crois que nous avons une part de responsabilité. C'est-à-dire que nous avons très mal communiqué jusqu'à présent. Nous avons mal communiqué concernant ce drame, parce que je ne sais pas pourquoi, parce que c'est loin des pôles de communication, des pôles d'information, des lieux de l'information où se fabrique l'information. Je crois que... Excusez-moi, mais je pense que nous n'avons mal communiqué parce que nous ne connaissions pas. Exactement. Non, mais maintenant nous connaissons, nous savons ce qui se passe. Maintenant nous connaissons et encore partiellement. Nous savons ce qui se passe parce que nous voyons ce qui se passe ailleurs. Ce que font les Japonais, ce que font les Polynésiens, ce que font les autres. Je pense que, puisque c'est un problème de droit international aussi, je pense qu'au niveau de l'Union africaine, il y a peut-être quelque chose à faire, c'est-à-dire créer une commission, créer quelque chose à ce niveau-là. Et puis, bon, 1001 suggestions peuvent être apportées, mais il s'agit de communiquer et de dire ce qui est. Je vous laisse le dernier mot, docteur Mansouri, rapidement. Rapidement, bon, demain on va célébrer cette occasion 58, donc sous le patronage de M. le ministre des Moudjahidines, donc le musée national du Moudjahid en collaboration avec l'université de Bab Zouar. Donc on a voulu faire ça au niveau de l'université pour sensibiliser au moins la communauté universitaire sur l'importance de ce dossier qui a beaucoup d'aspects scientifiques. Moi je souhaite à l'occasion du 60e anniversaire, c'est-à-dire en 2020, que ce dossier soit clos, qu'on arrive à des solutions réelles, etc. Je donne quelques indices de recommandations. La première, c'est les archives. Donc je ne dis pas le détail parce qu'il n'y a pas de temps. La deuxième, c'est de mettre en place cette commission qui prend en charge le suivi, qu'elle soit au niveau de tel ou tel, peu importe. La troisième, c'est d'encourager la création d'une association nationale, parce que les gens d'Oregon, les gens notamment sont loin. Donc une commission nationale, association qui peut quand même faire bouger les choses. Troisièmement, je propose que le 13 février soit la journée internationale des victimes du nucléaire en Punisie. Et la dernière proposition, c'est, parce qu'on l'a déjà proposé, c'est de proposer l'organisation d'une conférence internationale sous l'égide de l'ONU sur les conséquences des explosions nucléaires dans le monde. Et à travers ça, il va y avoir un débat international parce que la dimension des explosions nucléaires elle est internationale, qu'on le veuille ou non. Il y a l'AIEA qui s'occupe d'une grande partie, etc., qui est une institution internationale. Il y a des pays qui ont des expériences. Donc, pour que l'Algérie puisse régler son problème, il faut qu'il y ait cette conférence et que les recommandations de cette conférence seront... La France sera obligée de les appliquer et je crois d'ici peu de temps, on arrive à maîtriser cette situation et on rendra un grand service aux populations du Sud. Merci.
Docteur Ammar Mansouri, je rappelle, vous êtes chercheur dans le domaine nucléaire. Vous avez travaillé plus de 25 ans sur les explosions de Rghan dans le Sahara algérien. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous également, Amazit Boukhalfa, journaliste, spécialiste notamment de la guerre de libération nationale. Merci à vous également, Abdelmajid Chekhi, Monsieur Abdelmajid Chekhi, directeur du Centre national des archives. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pourrez suivre juste après cette émission un documentaire signé l'Arbi Ben Chiha qui retrace donc par l'image et des témoignages l'histoire de la Gervoise bleue. Merci encore une fois, Madame, Monsieur, et à la semaine prochaine.